Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept, l'émission. Alors qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une émission dans laquelle on se penchera sur une série, une saga ou encore un réalisateur, pour en analyser le succès ou l'échec. C'est également l'occasion de se retrouver entre passionnés ou professionnels pour débattre. Alors si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous le faire savoir dans les commentaires. Mais trêve de bavardage et place à l'émission. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Nous nous retrouvons ce soir pour ce premier plateau qui traitera aujourd'hui de l'univers de Dune et de ses différentes adaptations. Pour préparer notamment la sortie du prochain film et surtout pour se retrouver pour les fêtes de fin d'année. Alors, nous accueillons aujourd'hui trois invités. Donc, on a Thibaut Le Morvan, qui est passionné de cinéma et étudiant en audiovisuel. On a Pascal Beaumont, Bonsoir. ancien journaliste et professeur de culture audiovisuelle. Et nous avons Victor Forest, qui est intervenant et membre de l'association Les Films Volants. Bonjour. Donc pour commencer cette première rubrique, nous pouvons aborder peut-être les origines de Dune. Peut-être que Pascal aurait quelques mots à nous dire dessus. Dune, origine, c'est à la fois une poésie qui a été mise en place à l'époque, on est dans les années 60, 1965, donc un premier roman qui aura un grand succès, qui sera suivi par une série de romans qu'on retrouve toujours maintenant et qui sont toujours réadaptés régulièrement et republiés. Donc ce n'est pas un roman de passage ni has-been et qui va préfigurer une période que tout le monde va connaître, même si certains peut-être n'étaient pas encore nés, c'est la période New Age, d'accord, précurseur avant l'Odyssée de l'espace d'ailleurs, et un des premiers romans qui va aborder la science-fiction en tant que telle, réalisable en film. Après 65, nous aurons le premier film qui sortira en 1984. Et finalement, presque 60 ans plus tard, après 1965, nous avons donc en 2021 une nouvelle version de Dune. D'accord, très bonne intervention, très bonne entrée en matière. Est-ce que quelqu'un a peut-être plus d'informations sur notamment les origines, le livre peut-être, sur le contexte? Peut-être que Victor... Alors moi, j'aimerais bien compléter deux, trois choses par rapport à ça. En effet, c'est vrai que Dune, c'est vraiment une œuvre majeure de la littérature de science-fiction du XXe siècle. À savoir, c'est une œuvre de science-fiction qui a connu un réel succès pendant que son auteur était encore vivant, parce que Frank Herbert, c'est quelqu'un qui était très actif, notamment des années 60 jusqu'aux années 80. C'est un monsieur qui est décédé en 85, si je ne dis pas de bêtises. Il a été vraiment très prolixe, en fait, de tout son vivant. Ça a été le livre de science-fiction le plus vendu à l'heure actuelle dans le monde. Donc, c'est pas rien du tout. C'est une œuvre qui a inspiré énormément de films, énormément de créateurs, de réalisateurs. Il y a beaucoup de gens notamment qui ont pu dire que Star Wars s'en était vraiment totalement inspiré, parce que de base Star Wars n'est pas une adaptation littéraire. Sauf qu'au final, on peut se dire, en voyant un peu l'œuvre majeure et vraiment tout l'univers qu'a développé Frank Herbert, que bon, il y a pas mal de gens qui s'en ont inspirés pour proposer pas mal de récits de science-fiction. Et il y a eu plusieurs tentatives justement d'adaptation à travers le temps. La première a été faite par David Lynch, mais il y a eu d'autres projets en fait qui étaient avant. À savoir, il y avait un producteur qui s'appelait Jacobs qui a essayé de l'adapter pendant longtemps. C'est notamment celui qui a développé la saga de la planète des singes, qui a été fait en fait en 5 volets. Il se trouve que ce producteur en fait est mort trop tôt pour pouvoir le produire. Il y a eu d'autres tentatives d'un côté plus européen, notamment par Alejandro Jodorowsky, qui a essayé à la fin des années 70 notamment de pouvoir l'adapter. Ce projet n'a jamais vu le jour au final. Après le film, il faisait plus de 9 heures. C'était un projet un peu pharaonique. Il avait réuni tous les gens de son époque, notamment il avait réussi à convaincre les Stones pour faire la musique originale, le groupe Magma. Il avait Salvador Dali et Orson Welles qui avaient accepté de jouer dans le film, parce qu'à l'époque, c'était encore des gens qui étaient, bon, certes âgés, mais qui étaient encore vivants et qui étaient un peu des stars de leur temps. Et au final, le film ne s'est jamais fait. Ils ont dépensé quasiment 1 million de dollars
dans le développement pour faire une bibliographique incroyable de plusieurs centaines de pages, ils avaient tout. Et au final, le film coûtait trop cher à l'époque et puis surtout était pas ce qu'on attendait en fait d'un film qu'on aurait pu considérer d'un blockbuster à l'époque. Et ils avaient besoin du secours des États-Unis, et notamment des studios hollywoodiens. Ils n'ont jamais réussi à le faire. Et au final, le film a vu le jour quelques années après, avec un nouveau projet, un nouveau producteur. Avant, c'était un producteur français, Michel Seydoux. Et ça a été finalement Dino De Laurentiis qui a produit le film, et avec David Lynch, qui au final a remplacé en dernière minute Ridley Scott, qui avait été visé pour réaliser le film. Ouais, d'accord. C'est un terrain littéraire qui est hyper difficile pour un scénariste. Et si les grands auteurs ont tenté l'aventure avec, rien ne s'est fait si facilement. C'est vrai que c'est un univers très dense. Est-ce que peut-être que, Thibaut, vous avez quelques informations, peut-être pour contextualiser pour ceux qui ne connaîtraient pas Dune? Bah absolument. Je me posais une question sur quel impact le Dune de 2021 a eu dans le monde. Et j'ai quelques éléments de réponse à la fois sur le plan économique et social qui pourraient apporter des éléments de réponse à cette question-là. Donc tout d'abord, en fait, le film Dune est sorti dans une période post-Covid, après l'année 2020, donc il est sorti en 2021. Et c'était l'un des films avec, par exemple, on peut citer Spider-Man No Way Home ou par exemple plus tard en 2022 le Top Gun de Maverick, pardon, qui ont donné l'envie aux gens en fait, de retourner en salle après cette période compliquée qui a été désastreuse pour l'industrie du cinéma. Et ce film a été accueilli à la fois par le public mais aussi par la critique. Le film a été nommé sur 10 catégories aux Oscars et sur ces 10 catégories-là, il a eu le prix de 6 d'entre elles. Voilà. Donc le film au total a eu plus de 400 millions de dollars au box-office sur sa diffusion et en France, il a fait plus de 3 millions d'entrées et 1 million d'entrées seulement sur la première semaine, donc un tiers des entrées seulement sur le tout début du film. Petite pause dans la vidéo, juste pour vous dire qu'une nouvelle bande-annonce sur le prochain opus est sortie, et ce, après le tournage de l'émission. Avec cette bande-annonce, quelques informations ont été divulguées, comme par exemple, évidemment, de nouvelles images, mais aussi la durée, qui n'est plus de 3h15, comme il a été dit dans l'émission, mais bien de 2h45. Merci, place à la suite. Je me permets juste de rappeler que le film avait un budget initial de 165 millions de dollars, qui en fait un film très très rentable, effectivement. Mais ce qui n'est pas si cher pour un blockbuster à l'heure actuelle. La plupart des films Marvel sont à plus de 250 millions. Donc un film de science-fiction avec autant d'effets spéciaux justement et avec une telle production value, c'est plutôt bien géré à ce prix-là. Et ce qui fait que s'il y a 50 ou 100 millions de moins, c'est facile d'être quand même beaucoup plus rentable. C'est sûr. Et le succès a aidé aussi forcément. Je dirais que le premier film en 1984, c'était 40 millions de dollars pour une malheureuse 34e place au box-office. Avec quand même des têtes d'affiche, je pense à Patrick Stewart, je pense à Sting également, qui ont attiré des gens, et pour un prix si peu élevé, c'est quand même... Mais l'effet français a bien fonctionné, comme Thibault le disait, en 2021, en 1984 et 1985, ça a fonctionné. Le public français a répondu. Et c'est même mieux, le public n'a pas seulement répondu, il attendait, même des années après les anciennes adaptations, la sortie de ce film-là. Rien que par exemple les trailers sur YouTube ont emmagasiné pour le premier volet plus de 70 millions de vues sur les 2 premiers trailers. Et là pour le prochain film qui sort l'année prochaine, on y reviendra plus tard, le deuxième volet est encore très attendu car il a généré, lui, sur ses 2 premiers trailers, plus de 50 millions de vues sur YouTube. C'est bien une question de culture. Exactement. Un film qui aurait eu donc beaucoup d'impact, beaucoup d'adaptations. Je pense notamment à des adaptations qui sont un petit peu moins connues. Notamment, le film de 84 a eu une semi-suite en jeu vidéo qui n'a vraiment pas marché du tout. Donc le jeu vidéo qui s'appelait Dune 2, littéralement. On a aussi une mini-série de 3 épisodes, donc dans les années 2000, qui n'a non plus pas trouvé son public. Les gens étaient un petit peu déçus du traitement, un petit peu dans la continuité pour
pour être quelque chose de commercial et ça n'a pas forcément marché. Mais après avoir abordé justement l'impact et les adaptations, peut-être qu'on peut revenir au centre, c'est-à-dire l'histoire de Dune. On ne l'a pas évoqué. Peut-être que Victor peut nous dire quelques mots sur... Alors, bien sûr, c'est vrai que Dune, c'est une œuvre majeure en termes de science-fiction. Déjà, le livre et les adaptations qui ont été faites sont intéressantes, toutes pas forcément plus ou moins réussies. Bon, le film de 84 a quand même beaucoup de défauts, même s'il mérite d'exister. Et en tout cas, c'est un point de comparaison très intéressant en fait à l'heure actuelle. Dune, c'est une œuvre majeure dans l'univers de la science-fiction parce qu'elle est très en avance sur son temps et parle de plein de sujets qui sont très avant-gardistes. À la fois, c'est un film extrêmement féministe. Il y a notamment en fait une place vraiment montrée en fait de femmes à responsabilité. À ce niveau-là, on a un ordre religieux qui dirige, on va dire, un peu cet univers intergalactique, notamment avec l'ordre du Bene Gesserit, qui est un peu comme une relecture, on va dire, de la papauté et de la religion catholique à l'heure actuelle, mais au final avec des femmes. Et ça, c'est quelque chose de très précurseur. Moi, je n'ai pas forcément d'autres exemples en fait, de films de science-fiction qui vont totalement transposer en fait, un univers religion catholique, notamment dirigé avant tout par des femmes. En tout cas, dans une religion qui ressemble un peu plus quand même à une espèce de secte, mais quand même, dans l'univers du film, c'est quelque chose qui prend une place énorme. Il y a aussi un discours écologique, il y a un discours politique. On parle quand même d'une certaine forme d'empire intergalactique à ce niveau-là, où tout est régi autour de conflits économiques liés à cette fameuse épice. Et tous les différents peuples, en fait, se battent pour cette épice, et notamment pour la conquête de Dune, la planète où il y a cette fameuse épice, et qui va apporter notamment richesse à différents peuples, à savoir les Harkonnen et puis les Atréides. Donc Dune, c'est vraiment une œuvre très dense qui raconte plein de choses, bien au-delà. Déjà, c'est un récit qui est très épique. Il y a des combats, il y a énormément de choses. Il y a un univers avec des vaisseaux spatiaux, il y a énormément de choses. Il y a une approche aussi transhumaniste. C'est vraiment une œuvre très dense. Je ne sais pas si tu veux compléter sur à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Moi, je rajouterais qu'il y a l'espace politique et économique, mais on rajoutera aussi, on parlait de religion, mais plutôt de mysticisme. Nous sommes dans un univers féminin qui, en termes de, entre guillemets, contrôle de la pensée, arrive à conseiller, orienter, mais en même temps anime un projet pas écolo, mais scientifique, biologique, voire génétique. Puis il s'agit bien de protéger une lignée au départ féminine, avec entre guillemets une erreur, Paul, qui arrive au milieu, d'accord, au nom de l'amour aussi. Il ne faut peut-être pas oublier que les liens fraternels entre père et mère sont importants dans cette histoire-là, et que s'il y a un projet en termes de siècle pour sauvegarder et préserver une lignée, c'est aussi parce qu'il y a éventuellement de l'amour en dehors de la prise de pouvoir et de la conquête d'une épice et du génocide d'un peuple. C'est bien prononcé, notamment dans le film de 1984. On parle déjà de génocide. Donc un univers vaste avec quelque chose des dimensions géopolitiques, culturelles, et donc un univers qui a commencé à être développé de façon plus contemporaine dans le premier film de Denis Villeneuve. Donc un film qu'on va aborder plus en détail, car nous avons une petite partie où chacun va pouvoir donner son avis sous forme de notes, donc différentes catégories que je vais énoncer et que vous pourrez dire quelques mots. Donc voilà. Au niveau de la première catégorie, j'avais noté bande originale et son. Peut-être que Thibaut... Absolument. On le sait, c'est Hans Zimmer qui a composé la bande originale du dernier volet, la dernière adaptation de Dune, pardon. Et encore aujourd'hui, Hans Zimmer, après réalisé un nombre incalculable de films et de blockbusters du cinéma, sur ses écoutes, l'album de Dune est l'un de ses plus écoutés, et je pense que ça retranscrit parfaitement en fait, le fait que la musique est absolument exceptionnelle dans ce film-là. On sent qu'il a voulu tenter quelque chose d'un peu plus différent de ce qu'il avait pu produire par exemple pour Interstellar ou autre film. Et moi, personnellement, c'est des musiques qu'encore aujourd'hui, j'écoute sur le profil de Hans Zimmer.
D'accord, et donc si vous deviez donner une note sur 5. Je pense, on ne dirait pas la perfection, mais je pense un 4,5 sur 5 pour moi me paraît correct. D'accord. Pascal? 3,5, parce que ce compositeur ne se renouvelle pas. Et lorsque l'on voit qu'en 84, c'était Toto, je ne sais pas si vous vous souvenez de Toto, qui a fait cette musique-là, et c'est vraiment autre chose, d'accord. 3,5, moi ça m'ira très bien. D'accord. Victor? Moi, je mettrais 3,75. À savoir, je trouve que dans les dernières compositions d'Hans Zimmer, je trouve que c'est intéressant. Par contre, Hans Zimmer, c'est quelqu'un qu'on voit dans la plupart en fait, des films à succès. Et à l'heure actuelle, bon, ça devient un peu une école de musique. On a beaucoup de Hans Zimmer qui fait du Hans Zimmer, notamment dans les films de Christopher Nolan. C'est pas là où il a été le plus original à ce niveau-là. Donc, je mettrais 3,75 pour l'effort, mais je mets pas plus en fait pour la personne qui, je trouve, ne se renouvelle pas assez globalement en tant que compositeur à l'heure actuelle, quoi. Nous sommes d'accord. C'est une question de génération peut-être. Je n'est-ce pense pas, que Thibaut? oui. Par exemple, est-ce que vous pourrez peut-être donner une note sur la musique? Alors moi, sur la musique, et même peut-être un peu plus au-delà de la musique, le traitement sonore, je pense notamment à un traitement assez... avec très peu de son quand c'est des grandes étendues, dunes notamment de sable, mais avec des ambiances plus écrasantes au moment des scènes d'intérieur, de l'attaque, du début. Moi, je trouve que le film est assez riche. Hans Zimmer est un compositeur que j'aime bien. Donc, je pense que je donnerais une note de 4. Ça me paraît quand même pas mal. Et je pense que pour le public et la critique, Hans Zimmer a été récompensé notamment avec l'Oscar de la meilleure bande originale et du meilleur son en 2021. Donc, il a fait l'unanimité, en tout cas au niveau de l'Académie des Oscars. Exactement. Deuxième catégorie, maintenant, on a donc la photographie et les effets. Peut-être cette fois-ci, on peut commencer par Pascal. Alors là, je mettrais facilement 4,5. Ancien photographe, les cadres sont posés. On est aussi dans un mouvement. Il n'y a pas trop de gros plans et de plans fixes, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas dans le statique. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce film. Ah, non pas parce qu'il y a des vers géants qui se baladent et qu'on est forcément dans un sable dit mouvant, mais franchement, l'intérêt de l'aspect photographique dans ce film, c'est justement qu'on ne s'arrête pas. À partir de là, on peut apprécier à la fois l'histoire, mais s'arrêter entre guillemets pour regarder les poses photographiques qui sont de qualité incontestable. Un peu de noir et blanc était sympa à un moment donné. C'est vrai. Victor? Moi, je trouve ça en effet très fluide. Je trouve que Denis Villeneuve, c'est quelqu'un qui sait poser ses cadres. C'est pas forcément quelqu'un qui surdécoupe au niveau de son découpage technique et de ses plans. Il y a vraiment en fait une action qui est là. Il y a des plans qui durent, mais ça reste quand même en fait très rythmé parce que c'est très fluide en termes de mouvement en effet. Là, je le rejoins à ce niveau-là. Et moi, en tout cas, je trouve que la photographie de ce film est vraiment admirable. Quoique limite un peu trop belle, je pense, par rapport en fait au traitement du scénario et la dimension narrative en fait du film à côté. Des fois, quand on se dit qu'un film où l'image est trop belle, c'est peut-être qu'on ne se concentre pas aussi suffisamment sur certaines choses derrière. Il faut éviter de faire des films de chef-op, quoi. Donc moi, c'est ce que je pourrais lui reprocher en fait, un peu en retour. Je trouve que il passe peut-être un peu à côté de son sujet sur d'autres aspects, ou du moins il le met pas assez en avant, quoi. Un film du coup peut-être un petit peu trop contemplatif du coup. Peut-être un peu trop, oui. Peut-être pas assez narratif, la dimension narrative en tout cas est quand même un petit peu décevante, alors que le film est quand même admirable en tout point d'un point de vue technique, quoi. Thibaut, un avis peut-être là-dessus? Tout à fait. Comme sur le précédent point, le film a été récompensé aussi par l'Oscar de la meilleure photographie. Et c'est vrai que je trouve qu'on a quand même, pour un film qui se passe quasiment sur une seule planète, une très grande richesse de plans et de scènes. Et peut-être le film est certainement trop contemplatif, mais personnellement, c'est un des aspects que j'aime lorsque je regarde un film. Et pour moi, c'est pour ça qu'il mérite la note de 4. Alors, si on enlevait toutes les récompenses, est-ce que vous donneriez la même note? Est-ce que vous n'êtes pas influencé à un moment donné par les critiques, les experts entre guillemets? On est dans un monde normé. Si on vire les notes et les récompenses, qu'est-ce que vous donnez comme note à la qualité photographique?
Alors pour moi, j'ai vu le film 2 fois au cinéma, donc c'est un film que j'ai vraiment apprécié pour beaucoup de choses, et notamment pour le son, étant donné que je suis fan de Hans Zimmer, je suis peut-être pas très objectif sur ce point de vue, mais je pense que ce serait une note qui resterait très haute. Peut-être on descendrait vers un 3,5 ou 3,75, mais pour moi ça reste quand même un film avec une excellente photographie et précédemment un excellent son. Moi, je l'ai vu en salle la première semaine qui est sortie, je crois, le premier mercredi de la sortie à ce niveau-là. Et bon, je ne savais pas du tout qu'il serait récompensé en fait, d'un point de vue technique. J'avoue que je n'avais pas forcément noté ça, mais ça me surprend pas, parce que c'est quand même en fait un très beau film technique. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même frappé, sa photographie. Je me suis dit, c'est quand même un film qui est clairement au-dessus du lot que la plupart en fait, des productions, des blockbusters qu'on peut voir à l'heure actuelle, en tout cas d'un point de vue d'image. Et j'ai envie de dire pour des moyens qui sont moindres à ce niveau-là. Bon, après 175 millions d'euros, c'est quand même 175 millions d'euros, mais c'est pas non plus 300 ou 350 millions comme certains Avengers. C'est vrai. Et du coup, votre note Moi, je mettrais 4,25 pour la photographie. Ouais. D'accord. Moi, pour la photographie, ce qui m'avait marqué, c'était certains jeux de lumière dans les extérieurs, notamment même dans les intérieurs, qui mettaient une ambiance plutôt cool. Et c'est vrai que le côté contemplatif m'avait un petit peu marqué quand j'étais allé le voir en salle. Ça permet de fixer un petit peu l'ambiance générale de l'univers, notamment avec la planète. Je pense que c'est un petit peu, entre guillemets, l'utilité du premier film, avec notamment le personnage de Chani qui arrive qu'à la fin, ou dans des visions, mais vraiment présent à la fin. Donc on s'attend peut-être à une suite qui aura un petit peu plus de présence au niveau des personnages et peut-être de l'histoire. Mais en tout cas, pour la photographie, moi je pense que je mettrais la note de 3,5. Voilà. Au niveau de la catégorie d'après, on a le choix et le jeu des acteurs. Est-ce que peut-être que Victor peut commencer ? Alors, sur les acteurs, bon, j'avoue que je ne les connaissais pas tous, mais on a quand même en fait une belle ribambelle en fait, de guest stars en fait, assez connus, bon, qui pour plusieurs sont quand même assez surprenants et s'en sortent pas mal. Ce que je critiquerais un peu plus, moi, c'est peut-être le choix en fait, de Timothée Chalamet en fait, comme lead. Bon, c'est quand même quelqu'un c'est un acteur qui est assez jeune pour interpréter notamment Paul. Dans le livre, je crois que c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup plus âgé. Et c'est vrai qu'il a, à mon avis personnel, il a quand même en fait un physique encore de jeune premier et il commence, on va dire, à s'affirmer un peu plus pendant le film, mais oui. Ça prend un peu de temps, ça prend trop de temps. Donc j'attends vraiment de voir qu'est-ce que ça va donner en fait dans le 2 et s'il y a vraiment en fait une évolution du personnage qui est très très marquée à ce niveau-là. Mais moi je suis resté du moins un peu sur ma faim en tout cas pour le choix de Timothée Chalamet à ce niveau-là. Dans le choix de Oscar Isaac pour le Duc Leto, moi je trouve que c'est un bon choix. Il a été quand même assez surprenant en fait sur ce rôle-là et j'ai été particulièrement aussi très impressionné par la prestation du baron Harkonnen. C'est un acteur que je ne connaissais pas forcément et que j'ai trouvé assez intéressant et que j'aimerais revoir derrière. Bon, il n'y a pas que des acteurs hyper connus. Bon, on a Josh Brolin quand même, qui est quelqu'un qu'on a vu dans pas mal de seconds rôles, des films assez grand public, hein, dans beaucoup de blockbusters, et au final, qui est quelqu'un qu'on est content de revoir, et qui a un rôle assez charismatique, et qui, on le remarque, en tout cas, même si ce n'est pas le rôle principal. Bon, je trouve que le casting est globalement intéressant, même si je reste encore très mitigé sur le choix de Timothée Chalamet. D'accord, et donc une note sur le cast global ? Ouais. Je mettrais 3,5. D'accord. Pascal ? On va rajouter une part de féminité à ce que dit Victor, d'accord ? D'autant plus, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Non, elles permettent ces dames de rééquilibrer un petit peu ces bons sauvages qui est autour, là, et de montrer que leur présence et leur prestance arrivent à point nommé au bon moment à chaque fois dans l'histoire. Et elles imposent un rôle, et un rôle d'actrice aussi. Je suis en retrait, moi, sur la vie du cinéma en termes d'acteurs. Je ne suis pas très doué pour retenir les noms, mais je dois reconnaître en termes, du moment qu'un acteur ou une actrice envoie de l'émotion ou une interrogation, et c'est au spectateur d'aller chercher la réponse, entre guillemets,
puisque les méchants souvent la donnent aussi. Ce qui permet là, au moins avec les actrices qui sont là, de relever un petit peu le débat et surtout la présence non guerrière. Il y a la stratégie, il y a tout ce que vous voulez, mais ça permet justement de poser un petit peu le cadre à ce niveau-là, et ça donne un équilibre très agréable dans le score. Je mettrais facilement 3,5. D'accord. Thibaut? Je trouve sur le casting qu'ils ont voulu viser un public assez jeune, qu'on a notamment Timothée Chalamet et Zendaya en tête Il a d'affiche. votre âge, non? Je crois qu'il est un peu plus âgé, 1 ou 2 ans de plus que moi. Il a 26-27 ans, ouais, maintenant. Ouais. Et je trouve qu'ils ont voulu viser un public assez jeune, parce que c'est des acteurs qui étaient très populaires déjà, notamment parce qu'ils ont joué dans des films, par exemple pour Zendaya, Spider-Man, qui a fait un carton et qui l'a révélé un peu en tant qu'actrice, même si je pense, pour moi, si on veut une très bonne performance de Zendaya, allez voir la série Euphoria, que je trouve excellente et auquel elle apporte vraiment quelque chose. Et avec ce cast assez jeune et très populaire, comme on trouve quand même pas mal d'acteurs qui ont joué récemment des super-héros, comme on parlait de Josh Brolin, avec Thanos, on a Oscar Isaac qui a joué dans les dernières trilogies de Star Wars le personnage de Poe Dameron. Et, Dans la série Moon Knight, pour exactement. Exactement, et ainsi dans le X-Men Apocalypse, qui joue le personnage justement d'Apocalypse. Et en dernier, Jason Momoa qui s'était révélé dans la série Game of Thrones, mais qui a eu son plus gros succès avec les films Aquaman, dont le 2 sort prochainement, en fin décembre je crois. Et je ne m'attendais pas à cette performance-là de la part des acteurs. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils étaient peut-être un peu trop, on va dire, populaires pour leur rôle et que ça allait peut-être dénaturer, on allait peut-être reconnaître leur ancien rôle dans le film. Et en fait, pas du tout. Par exemple, j'étais agréablement surpris par Oscar Isaac, qui du coup, je l'avais découvert moi avec Ex Machina et les derniers Star Wars. Et le fait de jouer un rôle un peu plus âgé de ce qu'il avait l'habitude de faire, je l'ai complètement redécouvert et j'ai apprécié vraiment cette performance-là. Donc un casting équilibré pour vous. Exactement, et je donnerais du coup une note au niveau du casting de 3,75 je dirais. Effectivement, étant aussi plutôt adepte, le mot est peut-être un peu fort, mais des films dans lesquels ont notamment joué Zendaya et Timothée Chalamet, effectivement, le casting m'a plutôt plu. J'avais malheureusement pas lu les livres, donc c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment j'avais pas une vision du personnage pour Paul. Mais du coup, oui, le casting m'a plu et je vous rejoindrai sur une note de 4, je pense. Okay. Et pour finir... Cher animateur, vous avez lu le livre? Non, justement, c'est ce que je disais. J'avais pas une image fixe des personnages, donc c'est pour ça que le découvrir avec ces personnages, avec ces acteurs, ça ne m'a pas forcément dérangé. Ça permet une découverte totale en fait, ça apporte un point de vue différent, je pense. Oui, tout à fait. Et dans une dernière catégorie, pour avancer un petit peu, on a donc la gestion du scénario, pas forcément en tant qu'adaptation, mais en tant que film à part entière, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'univers. Est-ce qu'il pourrait retrouver et passer un bon moment devant ce film? Alors, moi je dirais oui, parce que le langage est accessible. On n'est pas avec une terminologie très scientifique ni guerrière avec des noms de code qu'on voit un peu partout. Là, on reste dans un langage qui est très accessible, un vocabulaire qui est net, sain, précis, pas trop de monologues, et puis le rythme permet aussi à chacun, au spectateur et bientôt au téléspectateur, je suppose, de pouvoir suivre ce film sans accroche, sans se dire j'ai raté quelque chose. Donc à partir de là, c'est important, on peut suivre. Ce n'est pas que l'histoire est exceptionnelle, mais si on veut rester dans le film, le langage est bien placé, avec ce petit côté, j'insiste là-dessus, poétique et littéraire, qui permet justement de glisser tranquillement, sans attendre un mot un peu trop guerrier qui dirait c'est la fin, on y arrive. D'accord. Donc un film qui pourrait attirer un petit peu tout le monde. Oui, tout à fait, y compris des étudiants sur un campus, par exemple. Effectivement. Donc je mets 4,5. D'accord. Victor? Moi, je trouve que le scénario s'en sort pas trop mal.
Alors qu'au final, c'est quand même une œuvre qui est très très dense, c'est une œuvre qui est complexe, il y a beaucoup de choses, il faut comprendre l'univers, il faut comprendre en fait les enjeux de ces mondes intergalactiques, il va falloir comprendre aussi ce qui motive en fait ces différents peuples. Je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Bon, après c'est quand même des films assez longs, hein, 2h30, je sais pas combien de temps va durer le second, mais je pense que ça sera... 3h15. Oui, bah voilà. Ça fait quand même 6 heures de film en fait pour raconter l'histoire. Il faut pas moins pour faire comprendre l'univers de Dune. Dont on connaît la fin déjà Voilà, si on a il vu faut de pas moins. 84. Alors que le défaut notamment du film de 84 a été De bâcler un petit peu. bâclé, on ne l'a pas compris, c'est un film qui a été remonté dans tous les sens, le réalisateur ne l'a pas assumé, la production c'est pareil, alors que Dune en fait serait vraiment formidable en fait en série. Mais Frank Herbert ne voulait pas l'adapter en série. Il a D'accord, refusé ok. d'ailleurs plusieurs propositions, même Marvel à l'époque en fait avait fait des propositions pour pouvoir en fait adapter. D'accord. Et ça a été refusé. Moi, je trouve que ça s'en sort vraiment pas trop mal en termes de scénario, bien que je trouve que ça reste pas forcément assez complet ou assez dense par rapport en fait au potentiel du récit. Et là, je parle du potentiel mystique, du potentiel politique et notamment aussi religieux. Il y a vraiment un récit prophétique qui est très intéressant et je trouve que sur la lecture, on reste vraiment... Sur notre fin. On reste sur notre fin. On va dire que oui, d'accord, mais ça manque de densité narrative pour vraiment en faire une œuvre majeure, alors que Dune mériterait d'avoir une adaptation cinématographique qui soit une œuvre majeure. Et pour moi, on n'est pas encore là, donc moi je mettrais 3,75 sur le scénario. C'est quand même, ça sort du lot vraiment en termes de blockbuster. On voit qu'il y a un réal derrière, ce qui n'est pas évident en fait avec des budgets comme ça, qui arrivent à se démarquer. Mais je ne crie pas non plus au génie en fait sur l'adaptation. J'ai envie de me faire surprendre sur le deuxième. C'est ça, beaucoup d'attentes sur le deuxième. Un peu plus sur l'épice finalement. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas d'épices. Oh, alors Très, très du sable, on en voit partout, mais alors l'épice en elle-même, pas grand-chose. On voit peu de verre aussi. Et c'est bien dommage. C'est vrai qu'on l'a à la fin, mais Qu'en pensez-vous, jeune homme? Alors, moi je pense que je vous rejoins sur le fait que malheureusement, sur une œuvre aussi dense que Dune, je trouve qu'on parlait tout à l'heure du le fait que le film soit très contemplatif et qu'il n'y ait pas beaucoup de dialogue, on s'attarde beaucoup plus sur l'image et je pense que ça aurait été bien, j'aurais peut-être préféré sur une œuvre comme ça, avoir peut-être plus de détails, qui est quelque chose que j'aime bien, c'est justement les détails dans les films et pour comprendre au maximum l'univers, quand on a un univers qu'on aime bien, on a envie d'apprendre dans les moindres détails. Et c'est vrai que j'attends aussi le prochain film Dune qui, j'espère, ira plus dans les détails, justement dans le côté religieux, le côté politique. Et dans un space opéra comme ça, c'est vrai que je m'attendais plus à voir plus évoluer les relations entre les différentes planètes, les différents peuples. Et j'aimerais bien voir ça du coup dans le prochain opus. Si je peux me permettre. Oui. Si on devait basculer plus dans la science-fiction, mais dans la réalité, d'accord. est-ce que ce film retrace les problèmes actuels, l'évolution de notre chère vieille Terre? Est-ce qu'on est vraiment dans les mêmes problèmes? Je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'inspiration, même un certain parallèle, même du coup au niveau du livre. L'auteur, si je ne me trompe pas, était journaliste à la base. Et donc, je pense que c'est un récit qui est ancré un petit peu dans la société, dans ce qui se passe autour de nous, dans la réalité. Et donc, c'est ce qui fait aussi que, malgré l'écart entre le livre et le film, je trouve que chacun peut s'y retrouver parce qu'on a une évolution au niveau géopolitique, au niveau économique, où il y a de plus en plus peut-être de guerres ou en tout cas de conflits autour des ressources, autour de tout ça, de qui réussira à être le pays qui... C'est la grande opposition entre l'Orient et l'Occident.
C'est ça. Et notamment, il y a les conflits religieux en fait qu'en sortent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu en fait à travers Dune une relecture en fait un peu du djihad, de la guerre sainte, ce genre de choses-là. Bon, il y a notamment le Averroès, bon, qui est quand même beaucoup plus ancien à ce niveau-là, mais c'est quelque chose où, en effet, il y a des conflits religieux parce que parler Dune sans parler de religion, ça serait une erreur, parce que c'est quelque chose en fait qu'en fait partie. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est quand même un récit majeur de science-fiction, parce que ça parle de quelque chose, ça parle des peuples, ça parle de destinée, ça parle d'appartenance, ça parle de dynastie. Il y a quand même, c'est quand même un monde avec des dynasties impériales, monarchiques, des barons. C'est quand même une relecture en fait de toute la société féodale comme on a pu la connaître et qui a évolué pour arriver en fait un peu à nos sociétés. Même si maintenant on est quand même beaucoup moins en fait dans des dynasties ou dans des univers, on va dire monarchiques. Et ça c'est très intéressant de faire un récit de science-fiction qui est totalement une société féodale mais intergalactique. C'est une société de science fictive, crédible et palpable. Bonjour l'oxymore, mais c'est tout à fait ça. C'est vrai. Et donc, en parlant de ce développement, que ce soit donc religieux ou même hiérarchique finalement, parlons de la suite, car il y a beaucoup d'attentes de développement là-dessus par rapport au deuxième film. Il y a aussi certaines rumeurs qui parlent d'une série qui serait centrée justement sur la religion. Donc, au niveau de la suite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a quelques infos, notamment au niveau du nouveau casting. Peut-être que vous avez quelques infos. On a quand même de nouveaux ajouts en termes d'acteurs, et pas des moindres. On a notamment Austin Butler qui, après avoir joué dans Elvis, vient s'intégrer dans le casting. Et on a aussi l'une des actrices principales du film, Florence Pugh, qui est une des actrices les plus présentes dans le milieu du cinéma dans ces dernières années. Oppenheimer, chez Marvel, c'est vrai qu'elle s'illustre. Mais comme le film précédent m'avait choqué, je m'attendais à voir les acteurs dans un rôle un peu prédéfini de ce qu'ils avaient fait précédemment. Et ben cette fois-ci, j'ai pas envie de m'attarder dessus et de laisser place à la découverte sur la séance de cinéma. Voilà. Avec des pop-corn. Exactement. On a aussi une touche française, car Léa Seydoux sera dans le film aussi. Donc c'est à noter quand même, je trouve que c'est cool quand même. On a Christopher Walken qui joue l'empereur intergalactique. Bon, c'est quand même un comédien qu'on connaît bien. Moi, personnellement, c'est un comédien que j'adore. Et puis bon, pour incarner en fait l'empereur intergalactique, il faut quand même quelqu'un qui a une certaine prestance. Voilà, qui présente bien. Donc j'attends de voir ça. Et est-ce que la génération, comment dire ça, on cherche un enfant, on a un héritier mâle, est-ce qu'il y aura une suite? Peut-être. Est-ce qu'on va retourner vers le royaume des filles ou ça va être un garçon? S'agissant du 2, mais est-ce qu'on peut pas imaginer une trilogie par rapport à ce qui reste à exploiter finalement? Est-ce qu'en 3h15, il pourrait finir Dune? Ils auraient dû l'annoncer avant. Ah, dans ce cas-là. Si c'est pour faire la même fin que dans le premier, on s'arrête là. Ouais, d'accord. Il faudra avancer un peu plus dans le récit, quoi. On parlait de la densité tout à l'heure de l'univers, et je pense que ça serait peut-être une erreur de faire le film qu'en 2 parties, à avoir à peine entre guillemets moins de 6 heures pour raconter toute l'histoire. Peut-être qu'on se laisserait un peu sur la fin et peut-être malheureusement peut-être avoir une fin bâclée qui ne correspondrait pas à ce qu'on voudrait. Après, pour faire pour allier les idées entre quelqu'un qui voudrait que 2 films et quelqu'un qui aurait 3 films, est-ce que ce ne serait pas la possibilité, comme on peut le voir avec la série sur la religion, de faire des spin-offs sur certains personnages? De compléter pas mal de choses, parce que là, c'est vrai que le film va assez vite. Au final, on arrive très rapidement sur Dune. Il rejoint très rapidement quand même en fait, les Fremen, alors que dans le livre, je pense que c'est quelque chose en fait, qui est quand même un peu plus tardif aussi. Il y a quand même énormément de choses avant sur les Atreides, sur les Harkonnen. Il y a énormément de choses aussi sur l'enfant Paul, comment il est arrivé, sur la prophétie. Il y a énormément de choses en fait. Il y a une backstory très importante. Je pense à ces voilà. Hein, ce serait intéressant. Et est-ce qu'on sera toujours en 10191 ? Nous verrons bien. Nous verrons bien dans des spin-offs et surtout le film qui arrive le 25 mars prochain dans nos salles. Donc un petit peu de temps à patienter. Mais bon voilà,
Je pense qu'on a fait le tour pour cette première émission, en tout cas sur cette émission sur Dune. Donc peut-être si vous avez des choses à dire, je sais que vous avez une boîte de production, peut-être en parler quelques mots, un petit instant promo pour si certains... Alors moi, c'est vrai que je produis des films. Après, je produis des films beaucoup plus petits que Dune, hein, c'est sûr. Moi, je produis avant tout des courts-métrages, notamment à Nantes, avec une société qui s'appelle La Baleine Mécanique depuis maintenant 5-6 ans. Et je produis pas mal de films de genre, en effet. On a fait des films d'horreur, on a fait du polar, on a fait du slasher, du film d'époque, de la comédie noire, du drame, mais aussi des documentaires. C'est très varié en fait. pour tous les goûts en fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et sinon, pour en dire un peu plus sur les films volants, c'est une association dont je suis président qui a été créée il y a maintenant 3 ans, qui fait vivre du court-métrage au sens large, donc en distribution, en inscription en festival, en vente, notamment à des chaînes. Et on organise des événements sur toute la Loire-Atlantique et on commence à en faire beaucoup plus en Pays de la Loire et on essaye d'externaliser un peu nos formats de découverte de courts-métrages dans d'autres régions à l'heure actuelle. On a 2 festivals qu'on organise cette année. Un festival pluridisciplinaire au Moyen-Âge et un festival sport et inclusion à Nantes qui sera au mois d'octobre. D'accord. Et Voilà parfait, c'est très très chouette. Pascal, peut-être quelques... Oh, moi, je ne produis pas, je fais produire. J'ai des étudiants merveilleux qui, au moindre sujet, un petit peu entre rêve et cauchemar, plongent, s'investissent, exécutent, me ramènent. Donc je pense que Dune, bientôt, va peut-être se retrouver au palmarès des BTS Blancs, qui sait. Déjà, on verra au mois de mars. Si c'est au mois de mars qu'il y a la sortie de numéro 2, je connais des étudiants qui auront une épreuve aussi au mois de mars. Quid de Dune. Merci à vous en tout cas. Thibaut ? Moi, en tant qu'encore étudiant, j'ai la chance de travailler en tant qu'assistant monteur sur un projet de long métrage local, donc ici en Bretagne. Donc, le film s'appelle Enora, réalisé par Thierry Bourcy, son premier long métrage, et qui sortira courant l'année 2024. Et j'espère qu'il plaira au plus grand nombre d'entre vous. Et c'est parfait tout ça. Pour finir, du coup, j'aimerais remercier LNRP Productions, donc qui a produit l'émission, donc Laura et Nathanaël. Merci aussi à Peter et Quentin qui ont été derrière la caméra et qui ont mis leur pierre à l'édifice. Côtes et Merveilles pour la déco un petit peu Noël, un petit peu fin d'année, donc qui est situé à Crac. L'Econova, qui est un super lieu qui nous a accueillis pour cette émission ce soir, donc qui se situe à Saint-Avé et voilà, qui nous ont permis d'avoir la chance d'avoir un lieu pour tourner cette première émission. Et donc pour le matériel, Déborah et Studio M qui nous ont aidés. Et merci à vous Greg d'avoir présenté l'émission bien évidemment. C'était avec plaisir d'inviter des gens super comme vous. Merci encore une fois de nous avoir invités. Et il n'y a pas de problème. Bon voilà, on en a fini. C'est tout pour nous. C'était Greg pour l'émission Coupé.